Et il est 20 h, donc du coup, on va y aller. Du coup, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et merci de vous connecter ce soir. Bienvenue pour cette première conférence en ligne. L'idée est simple, on ne peut guère sortir le soir, les musées et les lieux de culture sont fermés, comme vous le savez, ainsi que les lieux de loisirs. Du coup, je vous propose pour les mercredis de février des petites conférences en ligne de 30 à 40 minutes. Donc ce soir, nous parlerons des catacombes de Paris. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire extraordinaire d'une girafe arrivée à Paris en 1827. La semaine suivante, on va changer d'ambiance puisqu'on va rentrer dans l'histoire criminelle de Paris en évoquant deux tueurs en série, Landru et Petiot, qui ont perpétré leurs crimes pendant les deux guerres mondiales. Et pour le dernier mercredi, vous verrez plus tard. Voilà. Donc je rappelle juste les quelques règles données par mail afin d'éviter la confusion. Tout le monde coupe son micro pendant la conférence. Vous pouvez poser des questions pendant la conférence en passant par le chat, donc c'est en bas au milieu de l'écran, la petite fenêtre discussion. Et du coup, c'est parti pour cette plongée dans les catacombes de Paris. Voilà. Donc du coup, quand on parle des catacombes de Paris, diverses images peuvent nous venir immédiatement à l'esprit. Donc évidemment, en général, tout le monde voit des ossements, tout le monde voit des crânes. On se souvient, pour les Parisiens et les Parisiennes, de l'immense file d'attente qu'on a pu voir d'Enfer Rochereau, la file des gens qui attendent pour descendre dans ce lieu souterrain. Les catacombes, ça nous renvoie aussi aux catacombes antiques de Rome, dans lesquelles les chrétiens des premiers siècles enterraient leurs morts. Il s'agissait d'ouvrages sophistiqués, des ouvrages vraiment créés avec l'objectif de pouvoir inhumer des personnes. Et en fait, en discutant avec quelques personnes en préparant cette conférence, j'ai compris aussi qu'évoquer les catacombes pouvait aussi convoquer ce souvenir-là. On change un peu d'ambiance, on arrive dans Indiana Jones et la dernière croisade. Donc on reconnaît l'archéologue accompagné du professeur Elsa Schneider qui explore les catacombes de Venise sous la bibliothèque à la recherche de la tombe du chevalier. Voilà, donc les catacombes de Paris, c'est pas exactement ça. En effet, ce qu'on appelle aujourd'hui les catacombes, c'est pas une construction destinée à entreposer des ossements, c'est vraiment un aménagement dans un site déjà existant, à savoir les carrières souterraines de calcaire. Donc, les ossements ont été déposés dans d'anciennes galeries souterraines. Et finalement, en fait, avant de parler de catacombes, il va falloir qu'on parle des carrières parisiennes et qu'on remonte assez loin dans le temps à la formation du bassin parisien. Donc, il y a plus de 200 millions d'années, puisque en fait, le bassin parisien aujourd'hui épouse la configuration d'une vaste cuvette dans laquelle les mouvements successifs de la mer ont déposé des sédiments durant environ 250 millions d'années. On a des couches de constitution différentes qui se sont superposées. On retrouve principalement, en tout cas ici, du calcaire, du gypse et de la craie. Et dans Paris même, on trouve notamment beaucoup de calcaire sur la rive gauche et également un petit peu dans le 16e et le 12e arrondissement, qui sont des arrondissements de la rive droite. La plupart des carrières souterraines aujourd'hui se trouvent sous la rive gauche. Elles sont entièrement sous le sous-sol du 14e arrondissement, également sous une grande partie du 13e arrondissement et sous des parties un peu plus petites des 5e, 6e, 7e et 15e arrondissements. Cette masse calcaire, elle est très conséquente puisqu'elle peut être épaisse de 30 à 40 mètres. Le calcaire, ça a été le principal matériau de construction en dur pendant des siècles. Et en fait, les habitants de Paris vont exploiter ce calcaire, ils vont creuser dans les collines de la rive gauche, à ciel ouvert, pour extraire les pierres. Mais à partir du XIIe siècle, l'agrandissement de la ville nécessite bien plus de pierres, nécessite une exploitation plus importante, et on va commencer à creuser des carrières souterraines. En fait, au lieu de creuser à la verticale dans le sol et sortir la pierre, on commence à creuser des galeries sous les collines, à l'horizontale ou en pente, pour aller plus loin et plus profond. Alors bien sûr, les ouvriers qu'on appelle les carriers, les ouvriers des carrières, ne creusent pas en vain. Ils tentent de mettre en place des systèmes pour éviter les effondrements. Malheureusement, ça ne suffit pas. Et au fil des siècles, en fait, la ville ne cesse de s'étendre. Et à partir de l'époque moderne, à partir du XVIe siècle notamment, l'urbanisation gagne la rive gauche avec des édifices plus conséquents, avec des quartiers entiers. Donc tout ça, c'est plus lourd, ça pèse sur le sol. Et on va voir les premiers effondrements qui vont se produire. Et c'est souvent impressionnant. Un effondrement, il ne s'agit pas du sol qui s'affaisse de 20 cm et de maisons qui se fissurent ou qui s'effondrent. Vraiment, en fait, il y a un phénomène d'aspiration vers le sous-sol. Et en fait, on arrive au XVIIIe siècle, on réalise que la rive gauche est un véritable gruyère. On a des terrains qui reposent au-dessus d'immenses vides, au-dessus de cavités qui ne sont pas consolidées. Le réseau des galeries souterraines, il n'est pas surveillé, il n'est pas entretenu, il est même
en partie inconnue, d'où des effondrements de plus en plus fréquents. Donc c'est Louis XVI, le roi Louis XVI, qui décide de résoudre ce problème en créant l'inspection générale des carrières. Donc c'est un service qu'il crée, dont le but en fait est bien de vérifier l'état du sous-sol parisien et de le consolider. On va revenir sur le partage d'écran. Donc le premier inspecteur des carrières, donc c'est pas Indiana Jones, hein, c'est Axel Guillemot. Le voilà, Axel Guillemot. On a le droit de préférer Indiana Jones, il n'y a pas de problème. Donc Guillemot, avec ses ouvriers, ils vont descendre dans les sous-sols de la rive gauche, ils vont vraiment commencer à organiser tout ce réseau. Ils vont créer des galeries de surveillance, de consolidation pour surveiller les galeries initiales. Ils vont combler et ils vont veiller au suivi des travaux, tout en assurant la pérennité de cette veille. Donc il a fallu multiplier les confortations au point de creuser des galeries de recherche afin de vérifier s'il n'y avait pas des cavités cachées. Le service de l'inspection des carrières a perduré, il existe toujours aujourd'hui, et les successeurs de Guillemot ont créé une véritable doublure souterraine de la ville avec plus de 300 km de galeries souterraines. Donc chaque galerie est vérifiée et marquée. Donc, par exemple, ce signe-là, on le trouve dans une galerie. Là où je place mon curseur, en 1777, c'est la date à laquelle la galerie a été vérifiée. Donc en 1777, cette galerie a été la 6e à être vérifiée par Guillemot, dont on voit le G. Donc ce système de suivi et de traçabilité a perduré longtemps, puisque quand on descend vers les catacombes, on passe dans diverses galeries et on peut trouver par exemple cette inscription qui date de 1847, qui correspond exactement au même modèle. On sait qu'à la fin du XVIIIe siècle, on dispose d'un très large maillage souterrain, principalement sous la rive gauche, voilà, donc avec le problème du coup, des effondrements qui est en cours de résolution à la fin du XVIIIe siècle. Alors, donc voilà, donc ce problème est en cours de résolution. Par contre, au XVIIIe siècle, on a un autre problème à Paris, puisqu'il y a plusieurs choses qui se passent en même temps, évidemment. On a un problème d'hygiène et de salubrité qui est très important. Depuis 2 siècles, la faculté de médecine alerte sur les méfaits que peut engendrer la proximité des cimetières avec les habitations, et pourtant Paris est empli de cimetières. Donc là, je vous montre une carte des cimetières à l'époque. On est dans une ville qui est réduite à la fin du XVIIIe siècle. Paris est moins grande que maintenant, évidemment. Donc en fait, on va dire que sur la frontière nord du Paris de l'époque, au XVIIIe siècle, oula, le PowerPoint s'enflamme, au nord, en fait, en gros, ça reprend le tracé de l'actuelle ligne 2, et au sud, c'est le tracé de l'actuelle ligne 6. Donc c'est une ville qui est quand même bien plus petite, et dans cette ville de taille réduite, on compte quand même plus de 150 cimetières. Des cimetières de paroisses, des cimetières d'abbayes et de couvents, des cimetières d'hôpitaux. Là, c'est pour ça qu'il n'y a que quelques-uns de ces cimetières sur la carte, sans compter les caveaux des églises, les caveaux des cryptes d'églises dans lesquelles on inhume aussi des personnes. Le XVIIIe siècle voit se développer une forme d'intolérance aux mauvaises odeurs. Ça se voit dans les écrits, à la fois parce qu'on parle beaucoup plus des odeurs qu'auparavant, et également parce que les odeurs sont bien plus qualifiées qu'avant. Là où on aurait eu une phrase du type « ça sent mauvais » ou alors « ça pue » dans le style de Rabelais, on voit une série d'adjectifs pour qualifier une odeur. On va parler d'une odeur âcre, par exemple, ou d'une odeur nauséabonde. C'est aussi une époque où on commence à penser que l'air, que les mauvaises odeurs peuvent porter des maladies. Donc les gens le disent à l'époque, ça sent le cadavre dans Paris quand on approche des cimetières, ça sent le cadavre dans les églises. Et pourtant, les gens sont très attachés à la proximité des cimetières. S'il y a bien un lieu qui réunit toutes ces contradictions et toutes ces grognes, c'est le cimetière des Innocents au centre de Paris. Donc je suis en train de vous montrer avec le curseur, il est ici. Donc ce cimetière des Innocents au centre de Paris, c'est un cimetière qui est immense, c'est le plus grand cimetière, il est entouré de charniers. C'est un cimetière très ancien, ouvert a priori au IXe siècle. Et dans ce cimetière, on peut trouver des tombes individuelles et surtout des profondes fosses communes, des très grandes fosses communes. Aux Innocents, une fosse commune peut compter jusqu'à 1500 corps. Voilà. Donc, suivant une certaine périodicité, on creuse les fosses communes. Quand on estime que les corps sont décomposés, on met les ossements dans les charniers qui entourent les Innocents et on dispose ainsi d'une nouvelle fosse commune. Donc, je vais vous montrer le cimetière des Innocents à la fin du XVIIIe siècle. Alors, pour vous situer ici, on a la rue de la Ferronnerie, donc, qui est au sud du cimetière. Là, on a une projection depuis le nord. Ici, vous avez la rue Saint-Denis, la rue de la Lingerie, qui est aujourd'hui une rue qui donne sur la canopée des Halles, pour celles et ceux qui connaissent un peu le cœur de Paris. Et cette rue au fer qui a disparu, remplacée aujourd'hui ici par la rue Berger. Si vous voyez un petit peu cette place, aujourd'hui la fontaine des Innocents se trouve ici et la place fait cette taille-là.
Voilà, donc on a un cimetière qui était bien plus grand à l'époque. Et au XVIIIe siècle, je suis très attachée à ce XVIIIe, hein, les incidents vont se multiplier. Donc déjà, ça sent de plus en plus mauvais et tout le monde le sait, puisqu'en fait, contre les murs du cimetière se tient le grand marché des Halles. D'ailleurs, le cimetière, en fait, empêche son expansion alors qu'on a bien besoin de place. Il va y avoir en plus quelques accidents, certains sont mortels, puisqu'on a des maisons, hein, vous voyez, qui sont construites tout autour de ce cimetière. Ces maisons disposent de caves sur 2 ou 3 niveaux en souterrain, et on y sent ce qu'on appelle à l'époque des vapeurs méphitiques, c'est-à-dire l'odeur de la matière organique en décomposition. Ça génère en fait une odeur d'œuf pourri. Il s'agit en fait de l'H2S, donc c'est un gaz, hein, c'est le sulfure d'hydrogène, qui est un gaz très toxique. Et donc on a des personnes qui vont descendre dans leur cave, et en fait qui ne vont jamais remonter, puisqu'elles vont mourir asphyxiées au fond de leur cave. D'autres personnes également qui vont descendre dans leur cave, et en fait qui vont découvrir que sous la pression d'une fosse commune, un des murs de la cave va céder et elles vont tomber nez à nez avec des corps en très mauvais état de décomposition. Voilà, donc il y a ce genre d'accident qui se multiplie, la grogne monte et finalement en 1780, le cimetière des Innocents est enfin fermé. Et du coup, il va falloir attendre maintenant que le travail de la décomposition se fasse. Mais en tout cas, l'idée s'est enfin imposée à la fin du XVIIIe siècle à Paris qu'il faut cesser d'alimenter ces cimetières urbains. Et dans les 2 décennies qui vont suivre, en fait, tous les cimetières parisiens vont fermer suivant ce mouvement amorcé aux Innocents. Donc 1780, on ferme le cimetière des Innocents. En 1785, on décide qu'il est temps d'évacuer ce cimetière, de le vider. Alors bien sûr, il est hors de question d'imaginer un seul instant jeter tous les ossements n'importe où. C'est pas du tout dans les traditions de l'époque. Bah, donc on décide du coup d'aménager une sorte d'ossuaire géant dans les carrières de la Tombissoire. On va revenir à la slide d'avant, vous allez voir les carrières de la Tombissoire. En fait, bah, les catacombes sont là, donc on était vraiment à la limite de Paris. C'est des carrières qui étaient souterraines. Je rappelle que Paris était plus petit, hein, voilà. Et au printemps 1786, on commence à évacuer cet immense cimetière. C'est un travail colossal qui se fait de nuit. Donc on allume des feux, des foyers de façon à faire circuler l'air, et les hommes creusent la terre de plus en plus profondément, et au fur et à mesure, on remonte les ossements, qui sont alors entassés sur des convois funèbres, accompagnés de prêtres, et conduits jusqu'aux carrières de la Tombissoire, où ils sont déversés pêle-mêle. Alors attention, ça va être brutal, on va passer du XVIIIe siècle à Google Maps, voilà. Donc les catacombes se trouvent ici, voilà, figuré par un pictogramme. Donc, je vous rappelle qu'à l'époque, c'était à la limite de Paris. Maintenant, hein, on a gagné un peu de terrain. Et si on zoome, du coup, on retrouve l'entrée des catacombes ici. Alors, quand on descend par cette entrée, en fait, on n'arrive pas directement dans l'ossuaire, on va progresser vers le sud, en sous-sol, tout le long là, de cet axe. Et en fait, l'ossuaire se trouve à peu près ici, hein, dans toute cette zone-là, donc à partir des rues Allées, le Quédic, etc. Les catacombes de Paris, donc c'est un ossuaire, c'est la plus grande nécropole souterraine du monde, a priori, avec environ 6 millions de personnes inhumées dedans. C'est un espace important, c'est un espace de 11 000 mètres carrés, et pourtant la surface occupée par les catacombes ne représente que le 800e des carrières. Ça vous permet de vous figurer à quel point le sous-sol parisien, ne serait-ce que pour les carrières de la rive gauche, est conséquent. Donc finalement, ce qui a présidé à la création des catacombes, c'est l'évacuation du cimetière des Innocents en premier lieu, puis progressivement des autres cimetières de Paris, hors des zones d'habitation. Donc ce qui a présidé à la création des catacombes, c'est l'évacuation des cimetières, et ce qui a permis la création des catacombes, c'est le fait qu'il existe sous la rive gauche des centaines de galeries de carrières. Bon, maintenant qu'on sait cela, on va commencer à rentrer dans ces catacombes. Je vous rappelle que si vous avez la moindre question, vous pouvez la poser sur le chat et j'essaierai de répondre à peu près en live. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, quand on descend à d'Enfer-Rochereau, on n'entre pas directement dans l'ossuaire. Il faut d'abord descendre sous terre, environ 20 mètres sous terre, puis on chemine dans un réseau de galeries classiques, mais aussi parfois dans des passages plus sophistiqués. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est une galerie classique avec un éclairage assez sommaire. Il faut savoir que l'électrification de cette partie et des catacombes ne s'est faite qu'en 1983. Avant, on circulait avec des bougies. Voilà, donc circule dans des galeries classiques. Voilà. Et ici, vous avez quelque chose d'un peu plus sophistiqué, parce que là, en fait, on passe sous l'aqueduc d'Arcueil, donc ça demande un peu plus de travail. Et en fait, c'est intéressant, cette déambulation dans les carrières avant d'arriver à l'ossuaire. Ça permet vraiment de voir l'énorme travail des carriers. On voit tout le travail pour remblayer les cavités, pour créer des piliers afin de supporter le plafond. Alors, le plafond de cette carrière, qui est 20 mètres sous terre, on l'appelle un ciel. Donc, même si c'est étrange, parler d'un ciel sous le sol. Des murs de pierre aussi étaient construits pour supporter le ciel au milieu des grandes cavités qui étaient découvertes. Donc, ces murs, on les appelait des hagues.
Voilà. Donc en fait, on chemine dans ces galeries sur un parcours désormais unique, ce qui n'était pas le cas au XIXe siècle quand les visites ont commencé, parce que les gens pouvaient se promener un peu partout dans l'ossuaire et dans les quelques galeries qui avoisinaient l'ossuaire. Et pour ne pas se perdre, en fait, il leur suffisait de suivre un trait de peinture noire peint au ciel des galeries. Vous voyez ici, et on le voit encore mieux maintenant ici, vous voyez, les gens pouvaient suivre ce trait de peinture noire qui nous conduisait droit à l'ossuaire. Alors pourquoi au plafond et pas sur les côtés? En fait, parce que pendant presque 2 siècles, les gens cheminaient, je vous l'ai dit, à la bougie. Et quand on marche avec une bougie, si vous avez déjà essayé, les indications de direction sont beaucoup plus visibles au plafond que quand elles se trouvent à hauteur de notre visage sur les côtés. Voilà. Et du coup, en suivant ce trait, on arrivait à l'entrée des catacombes. On voit toujours notre fameux trait de peinture noire au plafond. Cette entrée de catacombe, elle est assez importante en fait parce qu'elle plante le décor en quelque sorte. Donc en 1786, l'idée c'était vraiment de créer un ossuaire et les gens se sont contentés d'entasser pêle-mêle les ossements en indiquant seulement la provenance de chaque dépôt. Cimetière des Innocents, cimetière Saint-Eustache, etc. C'est quelques années après que les catacombes sont aménagées en un décor qu'on va dire romantico-macabre et destiné à être visité. Alors, il y a aussi bien sûr l'idée de rendre hommage, d'exprimer la dévotion et l'humilité devant la mort. Et avant de franchir cette entrée solennelle, on nous rappelle bien à qui l'on doit cet ouvrage. Donc en fait, c'est le lieutenant général de police Thiroux de Crosne qui a demandé à notre fameux inspecteur Axel Guillemot d'aménager cet espace en 1786. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec les chiffres romains, on décompose. Le M c'est 1000, en général tout le monde sait ça. Le D c'est 500. Le C étant après le D, on additionne, donc on va avoir 2C, donc 1700. Le L c'est 50. Idem, on a les 10 qui sont posés après le 50, donc on additionne. Donc on est en 1786. Voilà. Et donc, du coup, ensuite, ces carrières, à la demande du préfet de la Seine, Frochot, ces carrières elles ont été après aménagées et restaurées par donc Éricard de Thury. C'est lui, Éricard de Thury, en 1810, donc qui était à son tour inspecteur des carrières, donc il a pris la suite de Guillemot. Alors du coup, on a baptisé cet ossuaire catacombe vraiment en référence aux catacombes romaines, qui était un ouvrage assez connu à l'époque. Donc c'est lui, Éricard de Thury, c'est à lui qu'on doit l'apparence actuelle des catacombes et la possibilité de les visiter. Il a vraiment complètement réaménagé l'espace, c'est lui qui a fait disposer les ossements d'une certaine façon, il a aussi permis la constitution de petits monuments, il a autorisé les visites guidées, etc. Voilà. Et juste avant d'entrer dans les catacombes, on a un petit panneau qui est un peu moins stylé, mais je vous le montre quand même, qui nous rappelle qu'on entre dans un lieu consacré, donc béni par l'Église romaine. Ce lieu est inscrit dans les pratiques catholiques, ça explique aussi la volonté de conserver les ossements. On nous explique qu'il n'y a pas que les morts des innocents, qu'il y a aussi les morts des autres cimetières parisiens, mais ça, du coup, vous le saviez déjà, avec des transferts qui ont lieu jusqu'en 1860, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Et on demande aux visiteurs, bien sûr, de respecter le lieu et la mémoire de millions de Parisiens qui ont trouvé ici leur dernière demeure. Donc, il est temps d'entrer dans ces catacombes, donc il faut passer entre ces deux gros piliers pour arriver à cette entrée un peu plus étroite, surmontée d'un linteau accueillant en alexandrin du poète de Lille. Si vous n'arrivez pas à lire, je vais vous montrer en grand. Voilà, arrête, c'est ici l'empire de la mort. Voilà, donc vous allez voir qu'il y a toute une veine assez dramatique qui est développée dans les catacombes. Voilà, on va voir ça au fil de la visite. Et on entre dans l'ossuaire à proprement parler, dans l'allée type des catacombes. Là, on y est, c'est vraiment l'allée type, c'est-à-dire de chaque côté un mur d'ossements cachant en fait le vrai mur des galeries. Tout au long du parcours, on trouve quasi systématiquement la même configuration. Des os longs, type tibia, fémur, et plusieurs frises de crâne, en fait, pour casser un petit peu cette monotonie. Avec parfois, par-ci, par-là, quelques manques. Donc c'est un entassement qui est très organisé, vous voyez. Les os ne montent pas jusqu'au plafond, en fait l'entassement est bien régulier et il s'arrête généralement à hauteur des os, à hauteur, pardon, à hauteur des yeux ou de la tête. Et on peut alors du coup voir sur le dessus d'autres os, comme par exemple des omoplates, des hanches, des côtes, et quelques crânes souvent qui sont tombés de la frise et qui ont été reposés là. Alors évidemment, si vous êtes gêné par la vue des ossements, c'est problématique avec cette conférence, hein. Donc tout au long de notre chemin dans les catacombes, on rencontre divers types d'ouvrages, dont des linteaux avec des inscriptions en latin ou en français. Donc, par exemple, ici, on fait hommage à la mémoire de nos aînés. On va également trouver ce type de panneaux posés devant des murs d'ossements qui sont des sortes de vanités en texte au milieu de crânes pour rappeler le caractère éphémère de la vie et du corps. Voilà, donc là, on vous dit ainsi tout passe sur la terre, esprit, beauté, grâce, talent, telle une fleur éphémère que renverse le moindre vent.
Voilà. Un autre ouvrage aussi qu'on va voir fréquemment, même très fréquemment dans les catacombes, ce sont ces sculptures qui en fait masquent les piliers. Voilà, si vous regardez au-dessus de ce petit obélisque, on voit vraiment ici la pierre qui supporte le plafond, le ciel de la carrière. Donc ces obélisques, il y en a un petit peu dans toutes les catacombes tout au long du chemin. Genre enfin, c'est blanc sur fond noir, ce sont vraiment les couleurs du deuil. C'est aussi un symbole franc-maçonnique. Voilà, donc on chemine, on tombe sur un autre linteau encore un petit peu lourd. Bon, pour les personnes qui ne lisent pas le latin tous les jours, hein, on nous dit en fait qu'il ne faut pas se promettre une longue existence car la mort nous suit comme notre ombre. Ah, donc c'est sympa, on reviendra. Il y a aussi des aménagements qui se veulent des copies de lieux, des reprises de lieux avec souvent le caractère chrétien. Alors là, évidemment, on a la croix hein, comme symbole chrétien, mais pas que. Vous avez cette ligne supérieure là, de crâne, c'est ici là où je passe mon curseur. Cette ligne supérieure de crâne, en fait, rappelle la forme romane des ouvertures, la forme romane des vitraux des églises, par exemple. Du coup, en fait, ce petit espace, en fait, ça crée une absidiole. C'est ces petites chapelles qu'on a tout autour du déambulatoire des églises, et en fait, qui peut être aussi un lieu de recueillement où des gens pouvaient prier au 19e siècle. Et en fait, souvent, c'est une astuce, hein, quand vous avez ce genre d'espace, il s'agit quelquefois de masquer l'entrée d'une galerie ou bien de combler un élargissement de galerie. Et au passage, comme ça permet d'aménager un espace et puis de rompre la monotonie de cet alignement osseux, hein, comme on a vu plus tôt. Alors, il y a aussi des sculptures dans les catacombes. Alors là, je m'excuse pour la qualité de l'image. Autant toutes les photos qu'on a vues jusqu'à présent et celles que vous allez voir après, c'est des photos que j'ai prises en visitant les catacombes. Autant celle-là, je l'ai prise dans un ouvrage. Donc ça, c'est une sculpture en fait qui date d'avant l'aménagement des catacombes. C'est Fort Mahon, en fait, à Minorque. C'est un ouvrier hein, qui a été militaire là-bas, qui a sculpté ça dans les carrières dans les années 1780. Aujourd'hui, cette sculpture, elle n'est plus du tout accessible, sauf quand vous faites une visite guidée spécifique organisée par le musée Carnavalet. En effet, aujourd'hui, le site des catacombes de Paris dépend du musée Carnavalet, donc c'est par ce biais que vous pourrez accéder à certaines parties réservées des catacombes. Alors, pas maintenant, puisque bien sûr, les catacombes, c'est pas le lieu le plus Covid-safe que l'on trouve actuellement. Autre aménagement qu'on trouve dans les catacombes, c'est ce pilier, par exemple, complètement entouré d'eau, ce qui crée en fait une sorte de pilier rond d'un diamètre respectable. Alors je vous rassure tout de suite, hein, il y a vraiment un pilier en pierre à l'intérieur, le plafond ne repose pas sur les eaux, sinon ça serait un peu effrayant. Donc vous avez cette grille à gauche qui n'est pas très heureuse, mais qui nous montre bien aujourd'hui à quel point les visiteurs sont complètement conduits sur un parcours unique. En fait, quand on descend dans les catacombes aujourd'hui, on ne voit pas toutes les galeries de l'ossuaire, on en voit seulement quelques-unes en fonction de leur niveau de conservation et de restauration. Donc, en fait, on a un parcours qui peut évoluer au fil des ans. Toujours au long du chemin, on continue de trouver des citations. Donc certaines n'ont pas été choisies par Ricard de Thury puisqu'elles lui sont postérieures, notamment celle de Lamartine ici, et on en a d'autres plus loin. Alors Lamartine est toujours beaucoup trop dramatique, hein. Donc là il nous dit « Ils furent ce que nous sommes, poussière, jouets du vent, fragiles comme des hommes, faibles comme le néant ». Bon, Lamartine il a vraiment sa place dans les citations des catacombes. Donc si on poursuit le chemin, on revient vraiment sur notre allée type, comme on en a déjà vu une au début. Donc finalement, dans les catacombes, on a plusieurs ouvrages. Comme on l'a vu, et vraiment, ce qui prime avant tout, ce que vous allez voir quand vous irez en 2021 ou peut-être plus tard, c'est vraiment cette architecture très alignée, en fait, ce chemin entre des murs d'ossement avec quelques citations poétiques. Les catacombes, aujourd'hui, c'est un site qui est très dégradé par endroits. Alors notamment, le problème, hein, c'est les crânes. On a beaucoup de crânes qui sont tombés, qui ont été brisés, qui ont disparu, qui ont été volés. Voilà. Alors, en plus des plaques de citation, on trouve régulièrement, au fil des dépôts d'ossements, des indications sur les lieux de provenance des os. Il s'agit là en fait de tous les cimetières fermés entre 1780, c'est-à-dire les innocents, hein, 1780, et les années révolutionnaires. En fait, une fois ces cimetières fermés, il y a parfois des années qui se sont passées avant qu'enfin on les évacue. Et quand ces cimetières étaient évacués, soit les os ont été portés directement dans les catacombes, soit ils ont été déposés dans un ossuaire autre en attendant, avant d'être transférés à la fin des années 1850 dans les catacombes. Après 1860, les catacombes n'accueillent plus personne. Voilà. Donc là, ici, sur ce panneau-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la mention ossuaire de l'Ouest. En fait, on nous parle de l'ossuaire du cimetière de l'Ouest. Vous avez bien compris, les cimetières parisiens intramuros ferment massivement avant et pendant la Révolution, car on ne veut plus de corps dans Paris. Mais il faut bien inhumer les gens quelque part. Et donc, en 1804, on décide d'ouvrir 3 grands cimetières aux points cardinaux de Paris, hors de la ville. Donc, on ouvre le cimetière du Nord, que vous connaissez, puisque maintenant c'est le cimetière de Montmartre, le cimetière de l'Est, qui est celui du Père-Lachaise,
le cimetière du Sud, celui de Montparnasse, et quelques années plus tard, le cimetière de l'Ouest, celui de Passy. Donc aujourd'hui, en fait, la ville a grandi et donc ces 4 grands cimetières sont totalement compris à nouveau dans le périmètre de la ville. Et les conditions de salubrité ont quand même aussi évolué, donc c'est beaucoup moins embêtant qu'en 1780. Alors là, on a un dépôt qui est historique, c'est l'un des plus anciens dépôts faits dans les catacombes, puisqu'on a les ossements qui ont été évacués du cimetière Saint-Eustache, c'est un cimetière qui était tout près de celui des Innocents, en 1787, alors que les catacombes ont été ouvertes en 1786. Donc, oui, en fait, tout est quand même assez bien rangé, avec une certaine traçabilité, hein, si on peut dire. Alors néanmoins, aujourd'hui, cette provenance indiquée, elle est moins certaine, tout simplement parce qu'il y a des hagues, des murs, hein, qui ont été restaurés au fil des décennies pour pallier le risque d'effondrement, et du coup, il y a des eaux qui ont été déplacées, parfois utilisées pour combler des vides par-ci par-là, dues aux dégradations et au vol. Et ici, on arrive au fil du chemin, donc c'est pas dès l'entrée des catacombes, hein, c'est plutôt vers le milieu ou la fin, on arrive sur les ossements qui viennent du cimetière des Innocents, donc vraiment le dépôt historique, le premier dépôt. Donc là, ce qui est intéressant sur ce panneau, c'est qu'on nous dit en fait que ces ossements ont été déposés en avril 1787, soit un an après l'ouverture des catacombes et le début de l'évacuation du cimetière. C'est donc un travail très important qui a été fait, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure là sur la gravure pendant la nuit, c'est un travail qui était long à mettre en œuvre. Tout au long du chemin, on retrouve toujours nos obélisques qu'on a déjà vu tout à l'heure. Oui, il y en a beaucoup, hein. Alors dans les catacombes, forcément, il y a beaucoup de gens célèbres qui sont inhumés, hein. Tous les gens qui sont morts avant la Révolution ou même pendant la Révolution se sont retrouvés dans les catacombes. Alors même si vous ne pouvez pas vraiment savoir où ils sont ou à qui appartient tel ou tel tibia, dans les catacombes, déjà on retrouve notre fameux Axel Guillemot, notre inspecteur général des carrières, le tout premier. On trouve aussi Nicolas Fouquet, Colbert, Lully, Rabelais. On trouve beaucoup de personnages révolutionnaires comme Danton, Desmoulins, Robespierre, et bien sûr Charlotte Corday, qui je rappelle était une républicaine convaincue et non pas une espèce de folle hystérique comme on a voulu le faire croire il y a quelques années. Petite citation de Lamartine, hein, je vous l'avais promise. Donc on est toujours dans le drame avec Lamartine. Donc là, il nous offre un hommage très sifflant, si vous lisez. Enfin, je vais vous le dire pour bien écouter un peu le sifflement. Hein. Donc ainsi tout change, ainsi tout passe, ainsi nous-mêmes nous passons. Hélas, sans laisser plus de traces que cette barque où nous glissons sur cette mer où tout s'efface. Voilà, bon. On espère qu'ils aiment bien les sifflements de Lamartine, hein, les résidents des catacombes. Donc ça fait vraiment longtemps que les catacombes se visitent, comme on l'a vu. Là, par exemple, vous avez une gravure qui date de 1876, où on voit un groupe de personnes qui discutent a priori sur une sorte d'intersection. Encore une fois, je vous rappelle que eux, ils avaient un parcours beaucoup plus libre et beaucoup plus grand. Il y en a aussi d'ailleurs qui se sont perdus dans les catacombes et certains qui ne sont jamais remontés. Voilà, donc ça fait 2 siècles en fait que ces 6 millions de Parisiens au moins voient passer la foule et du coup ça pose la question de la façon de conserver ce patrimoine qui est quand même en lien avec la mémoire. Par exemple, ici on est sur un mur bien conservé à la fois sur le pan vertical et sur le dessus, au sens où on a des crânes qui sont certes abîmés pour diverses raisons, mais on a des os qui sont secs, qui sont clairs, qui sont bien conservés. On a un plafond aussi, enfin un ciel de carrière qui est clair et sec. C'est pas forcément le cas sur tout le parcours. En fait, en effet, à force de visiteurs, on a des coins des catacombes où il y a une humidité qui s'est installée par endroits. Donc, si vous regardez bien, hein, c'est bien des petites stalactites qui sont là au plafond. Donc, il faut savoir que le meilleur moment pour visiter les catacombes, c'est l'hiver, enfin, c'est maintenant en gros, puisque la température y avoisine les 15 degrés. L'été, la température augmente du fait en fait de la fréquentation qui est complètement exponentielle. Et du coup, ça fait aussi beaucoup augmenter le niveau d'humidité. Donc, vous voyez en fait toutes ces petites stalactites là qui font quand même environ 6 cm, hein, donc c'est quand même conséquent. Ça peut vous donner aussi une idée des quantités d'eau qui sont tombées. Et on voit bien du coup que les eaux en dessous n'ont pas du tout cette couleur claire comme on avait tout à l'heure. C'est des ossements qui sont en train vraiment de s'abîmer. Voilà, donc ça c'est vraiment dû principalement au nombre de visiteurs. Là, ce que je vous montre, c'est pas affreux en soi. Hein. En fait, ça montre juste en fait que les eaux sous ces dépôts se couvrent de mousse. C'est pas de la moisissure, hein, c'est vraiment de la mousse. On a même des petites feuilles hein, qui poussent sur les ossements, on a une sorte de mini trèfle. Voilà, donc ça pose la question justement de la conservation de ce lieu. Et donc voilà, du coup, en fait, après avoir ainsi cheminé entre les os, entre les crânes, après avoir suivi un tracé agrémenté de citations, après avoir vu les divers versements qui nous montrent l'histoire de ces anciens cimetières parisiens, ben, du coup, on arrive à la sortie.
C'est une sortie qui est un peu moins solennelle avec ce thème noir et blanc qui nous est rappelé, donc les couleurs du deuil. Évidemment, on a encore droit à une petite sentence en latin qui nous dit, hein, globalement, il ne craint pas la mort, celui qui sait mépriser la vie. Voilà, donc vous sortez avec cette pensée-là, et si vous regardez bien, en fait, tout au fond, sur le ciel de la galerie, on retrouve notre fameux trait de peinture noire. Donc en fait, hein, quand on sort des galeries, enfin des catacombes, je vais y arriver, on retombe sur nos fameuses galeries de carrière qu'on suit tranquillement. Quand on est resté autant de temps dans les catacombes, on a l'impression quelquefois d'avoir marché longtemps. En fait, en tout, le parcours, il fait à peine 1500 mètres, dont seulement 800 mètres, en fait, dans les catacombes à proprement parler, donc dans l'ossuaire. Ça semble souvent plus long aux visiteurs du fait, en fait, du cheminement souterrain avec un horizon clos. Et après, il faut remonter à la surface, environ 20 mètres plus haut, par ces sympathiques escaliers. Voilà. Et du coup, on arrive à la fin de cette conférence en ligne. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez revoir des images, on pourra revenir en arrière. J'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a permis de visiter les catacombes à défaut de pouvoir vous y rendre véritablement. Si vous êtes curieux de l'histoire parisienne, si vous aimez apprendre des anecdotes, attention, c'est l'instant publicité pour moi, vous pouvez vous procurer du coup mon livre dans toutes les librairies ou sur commande. En fait, il s'agit d'une éphéméride sous forme de livre. Chaque jour, vous découvrez en fait l'histoire correspondant au jour où nous sommes. Par exemple, aujourd'hui, vous pourriez découvrir ce qu'il s'est passé à Paris le 3 février 1909. Voilà.